Avant de passer aux dernières nouvelles, comment comprenez-vous ce qui s'est passé jusqu'à présent? Encore une fraude, une mascarade de plus. Le mémorandum d'accord a déjà été enterré par Israël. Les deux principaux dirigeants de la guerre, le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité nationale, ont déclaré qu'ils rejetaient totalement ce mémorandum et qu'ils étaient un pays indépendant, non concerné par les accords que les États-Unis peuvent conclure avec l'Iran ou avec qui que ce soit d'autre. Et ils ont annoncé leur intention de poursuivre l'occupation de leur conquête dans le sud du Liban, qu'ils présentent comme étant d'une grande importance pour le grand Israël. Et ils continuent de déplacer la population. Et rien n'indique qu'ils aient l'intention de freiner leur expansion vers le nord. Comme tous les responsables israéliens importants l'ont affirmé depuis longtemps, aujourd'hui, le Liban fait partie du Grand Israël. Et maintenant que les Israéliens, avec la complicité de Trump et du reste du monde, ont intégré la Palestine à Israël, ils commencent à s'en prendre au Liban. Et bien sûr, ils occupent déjà une partie de la Syrie. Et ils ont déclaré qu'ils n'avaient aucune intention de se retirer des zones syriennes qu'ils contrôlent, parce que, selon eux, la Syrie fait aussi partie du Grand Israël. Donc on voit bien qu'il y a un programme en cours. Comme je l'ai déjà souligné dans cette émission, Nima, le seul pays au Moyen-Orient qui a une véritable stratégie, c'est Israël. Et donc Israël est clairement aux commandes, même si à mon avis, ils ont trouvé à qui parler face aux capacités militaires iraniennes. Mais les Iraniens sont lourdement désavantagés parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Leur objectif, ce n'est pas de se battre, ni de faire la paix, ni de conclure un accord. Ils ressemblent un peu à Poutine, qui mène une guerre censée durer 5 jours depuis 5 ans. Du coup, il n'y a même plus de mémorandum d'accord parce que les Iraniens ont insisté pour que ce texte avec les États-Unis inclue l'arrêt des opérations militaires israéliennes au Liban. Et les Israéliens ont catégoriquement, sans la moindre ambiguïté, refusé de le faire. Il n'y a même pas de protocole d'accord, et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement iranien ne l'a pas déjà dénoncé. Il se peut très bien que ce que nous voyons, ce soit les Iraniens en train de se lier eux-mêmes à une prise de contrôle par Israël sur 79 ans, comme ce qui s'est passé en Palestine. Vous vous souvenez sans doute de la solution à 2 États. La solution à 2 États, on en a entendu parler pendant 75, 79 ans. Et bien sûr, le résultat, c'est la disparition de la Palestine. Les Israéliens ont annoncé qu'ils avaient désormais 70% de Gaza intégré à Israël et qu'ils allaient en avoir 100%. Et ils ont aussi déclaré qu'il n'y aurait plus de colonies palestiniennes en Cisjordanie puisqu'ils s'y sont installés et qu'ils absorbent les derniers petits fragments de ce territoire. donc l'agenda israélien est toujours en cours. C'est en cours. Trump ne l'a jamais reconnu. Le reste du monde non plus. Les pays arabes ne l'ont jamais reconnu. Et jusqu'à présent, même pas les Iraniens. Donc c'est la seule feuille de route réellement en vigueur. Tant que c'est la seule, on doit quand même lui accorder une certaine crédibilité, comme si elle avait des chances de réussir. Je t'entends pas, oui. Avant de venir à ce direct, Netanyahou vient de le dire, et il a nié qu'Israël allait se retirer du Liban. Il a déclaré « Ce que nous avons fait à Gaza, nous le ferons au Liban ». Voici ses mots. « Tout comme nous avons sécurisé le sud d'Israël, nous sécuriserons le nord. » Et il a ajouté « Parfois, je ne suis pas d'accord avec Trump. Par conséquent, Israël fera tout ce qu'il faut pour assurer sa propre sécurité. »
Il semble donc y avoir une forme de désaccord entre les deux gouvernements. Avec ce nouvel accord, ce nouveau protocole d'entente entre les États-Unis et Israël, auquel, pour ma part, je ne crois pas. Ils en parlent, mais je ne pense pas que les États-Unis ni l'administration Trump aient une quelconque position dominante vis-à-vis d'Israël. Alors, quelle est votre lecture de tout ça? Stas, what is your understanding of that? Écoutez, dans ce cas, Israël est un État parasite qui est en train de passer de la peau des États-Unis à se coller juste à côté du cœur du corps. On a des traîtres nationaux absolus comme Tom Cotton qui prévoient ce n'est pas suffisant pour eux d'entrer dans le système d'approvisionnement, dans le développement d'armes et donc dans les systèmes secrets de développement des États-Unis. Ils veulent aussi, Tom Cotton essaye de les pousser à intégrer le renseignement satellitaire, tout le renseignement, en fait. On parle même du fait que les États-Unis pourraient commencer à payer les salaires ou les pensions des anciens combattants israéliens. Je veux dire, à ce stade, Israël a les États-Unis juste à ses côtés, et il serre fort. La seule chose qui pourrait arrêter ça, ce serait un effondrement de l'économie américaine. Et cet effondrement arrive, personne ne l'a empêché. En réalité, Israël ne fait qu'accélérer le processus. Le problème pour les Israéliens, c'est qu'ils ne peuvent pas survivre sans avoir un hôte prêt à saigner et à mourir pour eux. Les Indiens semblent se préparer à devenir le prochain hôte, ce que je ne comprends pas du tout. Mais chez eux, il n'y a pas d'hérétiques sionistes chrétiens, pas de dispensationalisme. Il y a bien des chrétiens, mais la plupart sont des chrétiens orthodoxes, surtout dans le sud de l'Inde. Il y a bien plus de 60 millions de chrétiens orthodoxes, donc c'est difficile à comprendre pourquoi ils feraient ça. Mais les États-Unis, tant qu'ils peuvent nourrir Israël, et ça, c'est aussi un problème pour Israël, parce que même parmi les jeunes juifs, beaucoup regardent la réalité de ce qu'est Israël et s'en détournent. Quant à l'Américain moyen, à mesure que sa vie devient de plus en plus difficile et elle va continuer à se dégrader, il reste cette question. Pourquoi est-ce qu'on finance un État étranger et pas qu'un peu, que ce soit l'Ukraine ou évidemment Israël? C'est pour ça qu'ils font passer des lois d'un État à l'autre et même au niveau fédéral pour interdire toute critique d'Israël en la qualifiant d'antisionisme. Je suis désolé, l'antisémitisme. Vous savez, c'est comme dire que tous les Allemands doivent servir Hitler. Sinon, si vous critiquez Hitler, vous seriez contre tous les Allemands. C'est absurde, c'est juste un autre pays dans l'exemple. Mais quand il s'agit d'Israël, pour une raison ou une autre, là ça paraît logique. Le fait est que le gouvernement des États-Unis est acheté et payé. C'est comme ça depuis plusieurs générations. Complètement acheté et payé. Israël, simplement, paye plus que les autres. Et c'est là que c'est ironique. Israël ne dépense même pas son propre argent. Il utilise l'argent américain, qu'il renvoie ensuite comme un grand système de blanchiment vers les politiciens américains. Et d'ailleurs, l'Ukraine fait exactement la même chose. La question c'est, combien de temps l'économie américaine peut-elle supporter ça? Et que se passera-t-il quand tout va s'effondrer? Parce que peu importe combien de fois on dit aux gens qu'ils n'ont pas le droit de critiquer l'argent qu'on envoie à un autre pays, quand ces gens ont faim et qu'ils n'ont plus rien, ils vont se mettre très en colère. Ils le sont déjà d'ailleurs. Et ils vont l'être encore plus. Les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. L'inflation n'est pas temporaire. Elle ne l'est jamais vraiment. Les États-Unis continuent d'imprimer de l'argent à tout va. Et comme les taux d'intérêt montent, le pays va devoir racheter ou monétiser sa propre dette, ce qui va provoquer encore plus d'inflation, et donc faire grimper les taux d'intérêt encore davantage. C'est un cycle d'endettement. Alors, que se passe-t-il après ça? J'en sais rien. Je ne pense pas qu'Israël puisse survivre seul, pas dans l'état où il est aujourd'hui.
Je veux dire, ces gens-là, il faut comprendre quelque chose à propos du mouvement Chabad. Le chabadisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la branche religieuse du sionisme. Il est né dans le sud-ouest de l'Empire russe, vers le milieu ou la fin du XIXe siècle, dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Ukraine. Et d'ailleurs, à l'époque, il construisait déjà des colonies dans l'ouest de l'Ukraine, avec des gardes armés où les Ukrainiens n'avaient pas le droit d'entrer. Exactement comme ce qu'ils font à Chypre, ou comme quand ils réclament une partie des îles égéennes à la Grèce. Franchement, c'est un expansionnisme délirant. Mais eux, ils croient qu'Israël doit être au bord de la mort, littéralement, en train de se battre contre tout le monde, pour que Dieu soit obligé de descendre et d'anéantir tous ses ennemis. Et là, tu vois, le Messie viendrait. Sauf que le Messie qu'ils attendent, ce n'est pas un Messie céleste. Ils attendent un empereur, quelqu'un qui va conquérir le grand Israël pour eux. Et si tu regardes certains des plus extrêmes, ils parlent aussi du concept de Grande Khazarie, qui inclurait tout le Caucase, le sud de la Russie et le centre de l'Ukraine. Quand tu vois certaines des cartes qu'ils dessinent, tu comprends tout de suite qu'ils ne sont pas ancrés dans la réalité. En tout cas, pas dans la réalité dans laquelle nous, on vit. Mais ce sont ces gens-là qui dirigent ce pays. Ce sont eux qui contrôlent ceux devant qui les Américains se prosternent. Et voilà le bourbier dans lequel les États-Unis se sont mis. Et on voit bien que Trump est complètement sous leur coupe. Je veux dire, sans le moindre doute, il leur appartient. Paul, je pense que la question principale, c'est de savoir comment Israël se comporterait sans les États-Unis. Est-ce que tu vois le moindre signe que les États-Unis s'éloignent ou essayent de se détacher d'Israël dans un avenir proche? On sait que la nouvelle section, la section 224 aux États-Unis, sur la fusion des deux armées, est selon moi l'un des signes que les Israéliens et les sionistes aux États-Unis ont peur de l'avenir. Parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose dans la société. C'est pour ça qu'ils ont besoin de formaliser la coopération ou la fusion. Tu vois, ils ont besoin de fusionner les deux armées ou de coopérer les renseignements tout ensemble, parce qu'ils faisaient déjà la même chose jusqu'à présent. Mais maintenant, ils ont besoin de le rendre officiel. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Et comment tu vois Israël sans les États-Unis? Est-ce que ça pourrait arriver bientôt? D'abord, je veux féliciter notre nouvel ami pour les nombreux points valides qu'il a soulevés. Il est très perspicace et je ne contesterai qu'une seule chose, son idée que le peuple américain aura son mot à dire là-dedans. Oui, voilà. Peu importe qu'ils finissent par comprendre. Les Américains sont toujours les derniers à comprendre. Ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé avec l'assassinat de John F. Kennedy le 11 septembre, ou quoi que ce soit d'autre. Et même s'ils finissent par comprendre, ils restent impuissants, parce que le Congrès des États-Unis, le président et les agences fédérales, eux, ils répondent à l'argent. Et l'une des principales sources d'argent, c'est Israël. Parce que tous les milliards qu'on leur verse chaque année, comme notre nouvel ami l'a souligné, reviennent sous forme de contributions de campagne pour acheter notre propre gouvernement. Et puis bien sûr, il y a les contributions du complexe militaro-sécuritaire. Elles sont énormes et leurs intérêts sont, d'une certaine manière, alignés sur ceux d'Israël, parce qu'ils gagnent de l'argent grâce à la guerre et à la préparation de la guerre. Aujourd'hui, on a donc les deux plus grands groupes de pression de Washington qui agissent contre les intérêts des États-Unis. Et bien sûr, il y en a d'autres, le pétrole, l'énergie, la grande industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire. Il existe un très grand nombre de groupes extrêmement puissants qui déterminent le comportement du gouvernement.
Et les électeurs américains sont les moins écoutés de tous. Ils ont le moins d'influence, le moins de poids. Donc je dis ça aussi pour aborder la question que vous m'avez posée. Est-ce qu'Israël peut survivre sans les États-Unis? Eh bien, on ne voit aucun signe qu'Israël soit sans les États-Unis. Tout indique au contraire qu'il y aura encore plus de liens avec l'intégration des armées américaines et israéliennes. Les gens ne semblent pas au courant parce que ce n'est pas devenu un sujet de débat. Il n'y a aucune opposition au Congrès, aucune opposition non plus du régime Trump. En fait, tout le monde est pour. Et les médias n'en parleront sans doute pas, parce que ça dérange les mauvais intérêts, ceux d'où vient leur financement. Il y a donc presque un silence total, une sorte d'ignorance sur le fait que l'armée américaine est sur le point d'être intégrée à celle d'Israël. Ce que ça veut dire au fond, c'est que les causes d'Israël, ses intérêts, ses besoins, deviennent nos causes, nos intérêts, nos besoins. Clairement, il n'y a plus de séparation entre les États-Unis et Israël, vu les lois qui sont en préparation et qui ne rencontrent aucune opposition. Ce n'est pas comme s'il y avait une résistance généralisée à cette intégration. La CIA, bien sûr, s'est longtemps inquiétée de l'espionnage israélien visant la sécurité nationale américaine. Mais là, manifestement, elle a été mise hors jeu. Si elle s'y oppose encore, elle n'a plus de voix au chapitre. Donc, il n'y a rien qui s'oppose à nous. Je pense que le gouvernement sioniste en Israël sait très bien qu'il exerce une immense influence sur le gouvernement des États-Unis, sans doute plus que n'importe quelle autre entité, et clairement plus que Donald Trump, qui se trouve dans une position plutôt précaire. Et bien sûr, ils savent aussi qu'au bout du compte, ils possèdent l'arme nucléaire, et ils savent qu'Iran et tout le monde le savent aussi. Jusqu'à présent, les Israéliens, malgré leur échec dans l'attaque contre l'Iran et malgré la défaite américaine, continuent, cela montre une forme de confiance qu'on ne voit nulle part ailleurs. De toute évidence, Trump, lui, n'est pas confiant. Il est tellement déterminé à sortir du bourbier dans lequel Netanyahou l'a entraîné par tromperie. Les Iraniens, eux, semblent très optimistes à l'idée d'en sortir aussi. Ils ne veulent pas affronter le fait que leur existence même est incompatible avec le concept du Grand Israël. Ils ne posent même pas la question. Les Iraniens, qui sont attaqués, n'ont jamais demandé « Mais quelle est cette revendication israélienne sur le Moyen-Orient ? Comment peuvent-ils prétendre avoir des droits sur des terres où vivent d'autres pays, d'autres peuples ? Personne n'a posé cette question depuis 79 ans, depuis qu'Israël a absorbé la Palestine. Si on remonte à 1947 et qu'on regarde la carte, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, c'était la Palestine. Et si on y réfléchit, ce projet sioniste, qui vient de, comment déjà, Herzl, c'est lui qui a lancé le sionisme, l'idée de créer un pays pour rappeler la diaspora juive, pour rassembler les gens dispersés à travers le monde dans un même pays. Je crois qu'il est mort en 1904, donc ce projet a plus d'un siècle, presque un siècle et quart, et il tient toujours. Franchement, qui d'autre a un projet qui dure aussi longtemps ? Il pourrait encore tenir un siècle, voire deux. Alors, l'incapacité du monde, surtout du monde arabe et du monde occidental, à voir la détermination des sionistes, c'est incompréhensible. Comment peut-on ne pas reconnaître là une volonté tenace, une stratégie du genre 2 pas en avant, 1 pas en arrière? Je pense que les Iraniens, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, ont commis une grave erreur en acceptant un cessez-le-feu. Ils étaient à 2 doigts d'une victoire totale. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont accepté de laisser filer cette victoire et de signer un cessez-le-feu.
alors qu'ils savent très bien que parler avec les États-Unis ou avec Israël ne sert à rien. Eux-mêmes le disent, ils n'ont pas confiance. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi? C'est ça la vraie question. Pourquoi l'Iran, qui avait une domination totale sur le champ de bataille face aux États-Unis et à Israël, décide-t-il d'aller discuter avec des gens en qui il dit ne pas avoir confiance? Vous voyez, c'est pour ça qu'Israël gagne toujours. Personne ne s'oppose à eux. Même aujourd'hui, après cette guerre que l'Iran n'a pas provoquée, c'est Israël qui l'a déclenchée et à laquelle les États-Unis se sont associés. Même après tout ça, l'Iran continue à répondre coup pour coup, du genre « Ah, si vous nous frappez, on vous frappe en retour ». Mais ça, c'est pas la guerre. Dans ce jeu de représailles, il n'y a pas de stratégie pour gagner une guerre. Et les Iraniens n'ont toujours pas compris ça. Alors oui, je pense qu'Israël peut agir seul, mais je ne crois pas qu'ils auront besoin de le faire. Parce que regardez, quand un petit pays étranger a autant de pouvoir qu'il peut influencer les assemblées législatives des États-Unis, même dans des États conservateurs comme le Texas ou la Floride, au point de faire adopter des lois que les gouverneurs signent, disant que si vous critiquez Israël ou participez à un boycott d'Israël, vous ne pouvez pas obtenir de contrat public ni travailler pour l'État. Eh bien, c'est un pouvoir énorme, vous voyez. Ils peuvent aussi intervenir directement dans les universités, même les universités catholiques, et influencer le processus d'attribution de la titularisation. Eh bien, personne, nulle part, n'a ce genre de pouvoir sauf Israël. Oui, They won't be without us. They have us. It's like our new friend said, they got us by the throat. and so anyhow, that's all I have to say about it. And Yeah.